Et il est l'heure de retrouver toute notre équipe dans la salle d'interview avec Edwige, Ludovic et le docteur Vauduit. C'est le club Cœur et Santé. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci Nicolas. Je ne m'entends pas, peut-être que moi je ne passe pas. Ça, c'est très bien. Non, non, mais à mon avis, il y a dû voir un tout petit souci de micro. Je vais aller voir ça tout de suite. Ça passe très bien. Voilà. Bonjour. Voilà. Bonjour. Bonsoir, bien sûr, aux auditeurs qui nous écoutent. Donc, ce soir, le thème est l'insuffisance cardiaque. Donc on va bien sûr vous laisser également la parole si vous avez des questions, tout simplement le numéro de téléphone à composer, le 03 44 75 30 00, je répète 03 44 75 30 00 pour toute question ce soir. Donc, est-ce que ça va? C'est très bien, merci Nicolas, vous êtes un chou. L'année 2017 commence bien. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir docteur Vauduit, bonsoir Nicolas. Alors, bonsoir Nicolas. Comme le disait Ludovic, c'est vrai qu'on va se présenter autour de cette table parce que il y a le docteur Zamir, c'est ça? Docteur Zamir, oui. Zamir, il y a l'infirmière et il y a de notre côté droit, une diététicienne. Voilà, alors bonsoir mesdames et messieurs. Et on va, alors ce soir le thème, l'insuffisance cardiaque. Docteur Zamir. Alors on vous demande pour commencer de se présenter. De vous présenter. Très bien, merci. Monsieur Zamir, cardiologue à Compiègne. Donc activité hospitalière au centre hospitalier Compiègne-Noyon et également libéral et également à la Polyclinique Saint-Côme. Je vous remercie toute l'équipe et club Cœur et Santé pour cette invitation. À cette occasion, je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2017. Donc on commence bien déjà par une émission qui sensibilise la population locale et même un peu plus sur le thème qui est très intéressant, le thème concernant l'insuffisance cardiaque. Donc on verra par la suite avec au moment de l'émission de parler de la cause de l'insuffisance cardiaque, le traitement à faire et les précautions à prendre pour éviter le risque de développer une insuffisance cardiaque. Alors, à ma gauche, donc. Bonsoir, moi c'est Catherine Poneau de Lafont, infirmière en cardiologie au centre hospitalier Compiègne-Noyon. Voilà, je travaille en partie avec le docteur Zamir dans le cadre de mon service de soins et également en tant qu'infirmière en éducation thérapeutique du patient, car je suis diplômée universitaire en formation continue sur ce sujet-là particulièrement qui m'intéresse fortement. L'insuffisance cardiaque. D'accord. Et à ma droite. Alors moi je suis Christine Chevalier-Joly, je suis diététicienne également au centre hospitalier de Compiègne. J'ai la charge de plusieurs unités de soins, mais j'interviens en particulier avec mes collègues au niveau de l'éducation thérapeutique dans l'insuffisance cardiaque. Je pense que Dr Zamir va nous préciser au cours de l'émission pourquoi il y a des infirmières, pourquoi il y a des diététiciennes dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Très bien. Pour la prise en charge de l'insuffisance cardiaque, donc l'un des volets de la prise en charge thérapeutique de l'insuffisance cardiaque reste l'éducation thérapeutique. Donc c'est une partie incontournable et indissociable par la prise en charge médicamenteuse. Et cette prise en charge éducative, c'est une prise en charge multidisciplinaire et on a une équipe qui est composée du médecin référent, de l'infirmière référente, ayant une spécialité dans l'éducation thérapeutique et également de la diététicienne, d'une psychologue. Donc tout tourne autour de des spécialités différentes pour encadrer le patient à tous ces volets psychologiques, nutritionnels, à tous les niveaux, pour lui expliquer le pourquoi de la maladie et comment éviter de se faire réhospitaliser. Alors, la première question, c'est qu'est-ce qu'une insuffisance cardiaque? Alors, une définition très simple. Un cœur insuffisant, un cœur qui propulse mal le sang venant des poumons ou venant de la circulation générale
pour diffuser le sang vers la circulation générale, donc subvenir aux besoins des organes type cœur, rein, le rein, le foie, donc de l'ensemble du corps humain. Et ça, c'est ce sang qui est enrichi en oxygène, s'il arrive mal, donc enrichi en sang et enrichi en nutritifs, donc il arrive difficilement au niveau de l'ensemble des organes du corps humain, on a une insuffisance cardiaque qui atteint progressivement les autres organes et donne une insuffisance cardiaque globale. Donc l'insuffisance cardiaque, définition qui est très simple, mais en fait, le mécanisme il est plus complexe. Bon, mécanisme neuro-hormonal où on s'attaque à contre cette réaction du cœur qui est fragilisée, qui est agressée par l'hypertension, agressée par quelqu'un qui a déjà fait un infarctus ou une infection, etc. Donc on verra tout à l'heure les étiologies de l'insuffisance cardiaque, mais en résumé, incapacité du cœur à propulser le sang vers l'ensemble du corps humain. D'accord. Alors, comment je me rends compte que j'ai une insuffisance cardiaque ? L'insuffisance cardiaque se manifeste essentiellement par une gêne respiratoire, de l'essoufflement. Ça commence par des efforts minimes. Je suis essoufflé pour des efforts de la vie quotidienne. À la marche normale, je suis rapidement essoufflé, contrairement à quelqu'un qui est avec moi, qui n'est pas essoufflé. On a un essoufflement normal, mais on a une récupération qui est rapide, alors que l'insuffisance cardiaque, l'essoufflement ou la dyspnée, c'est la définition scientifique, la dyspnée, c'est la personne met beaucoup plus de temps à récupérer. D'accord. Donc d'abord, cette dyspnée, elle est à l'effort, puis progressivement devient un essoufflement au moindre effort, voire un essoufflement sans effort. La personne, elle est au lit et elle est essoufflée au lit. C'est-à-dire qu'elle a une respiration rapide et gênée, même au repos. Et ça, c'est le stade ultime de l'insuffisance cardiaque. Alors, à partir du moment où je connais les symptômes, je consulte un médecin. Qu'est-ce que je fais ? C'est le premier motif de consultation qui fait révéler une insuffisance cardiaque. Donc là, je consulte mon médecin. Il fait les premiers examens et puis après, il y a une orientation vers en cardiologie, en pneumologie, parce que l'essoufflement, c'est un terme qui est pas forcément spécifique pour le cœur, mais on fait le tri. Une personne qui a 60 ans, qui est hypertendue, qui a un peu de diabète, donc il y a des éléments prédisposants pour développer une insuffisance cardiaque. Le médecin correspondant, le médecin généraliste, adresse le patient à un spécialiste en cardiologie pour vérifier si cette dyspnée ou cet essoufflement vient du cœur ou celle-ci vient du poumon. Quel examen justement fait-on faire à un patient ? Quels sont les premiers examens qu'on va lui faire faire ? Alors tout d'abord, en médecine, c'est la clinique. D'abord, on interroge le patient. Depuis quand vous avez cet essoufflement ? Ça s'est aggravé depuis combien de temps ? Est-ce qu'il y a d'autres symptômes associés à cet essoufflement ? Est-ce que vous avez des douleurs au niveau de la poitrine ? Est-ce que vous avez des palpitations, une accélération du rythme, qu'on appelle un emballement du cœur ? Et l'interrogatoire consiste à voir s'il y a des facteurs favorisants. Si on est hypertendu, si on est coronarien, si on a déjà fait un infarctus. Dans la famille, est-ce qu'il y a une maladie cardiovasculaire connue, hérédité coronarienne ? Et donc, déjà, on a une idée sur l'interrogatoire. Après, il y a l'examen clinique. On examine et on peut trouver sur l'examen clinique un souffle cardiaque qui peut refléter une maladie valvulaire, et celle-ci peut se traduire par une insuffisance cardiaque et par l'essoufflement. Donc il y a la stratégie, la démarche diagnostique se fait par étapes, l'interrogatoire, l'examen clinique et après l'incontournable électrocardiogramme, qui est un examen très ancien mais qui nous donne toujours, qui est indispensable et incontournable à la démarche diagnostique, c'est de faire un électrocardiogramme. Quand on fait un électrocardiogramme, ça nous donne déjà une idée sur la nature d'une insuffisance cardiaque. On peut trouver un séquel d'infarctus. Ah, ça c'est un infarctus qui est peut-être passé inaperçu, et on trouve déjà un élément d'orientation de diagnostic. Donc il y a ça, et par la suite, c'est l'échographie cardiaque qui est l'examen clé. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe justement si on a diagnostiqué l'insuffisance cardiaque ? Qu'est-ce qui se passe après ? Le patient est pris en charge, je suppose. Oui, tout à fait. Donc tout dépend du degré de l'insuffisance cardiaque.
Donc on fait une échographie cardiaque. Oui. On a on peut stratifier et on peut diagnostiquer une insuffisance cardiaque sévère. Et le stade, il est au stade 2. 4, parce qu'on peut classifier l'insuffisance cardiaque. Stade 1, 2, 3, 4. Tout dépend. Si on est entre le 2 et 3, on peut faire un traitement en ambulatoire. Si on est en face d'un patient qui est en stade 4, dans ce cas-là, on l'envoie en milieu hospitalier. Et la prise en charge, elle est là. Prise en charge médicale de traiter l'insuffisance cardiaque. Après, prise en charge étiologique pour traiter l'étiologie. Parce que l'insuffisance cardiaque, qu'un syndrome n'est pas une maladie. Donc elle est le reflet d'une maladie, soit du muscle cardiaque, soit de valve, soit du péricarde, c'est-à-dire l'enveloppe qui protège le cœur, soit liée à une arythmie. Donc tout dépend du degré de l'insuffisance cardiaque et la prise en charge dépend de la sévérité de l'insuffisance cardiaque. Alors, je pense que vous dites à des stades, donc de 1 à 4. Alors, le 1, ça veut dire que c'est moins grave. Oui, tout à fait. Ça, alors, c'est... voilà. Et qu'est-ce que ça peut être, le 1, comme vous dites Il n'y a pas de gêne, mais c'est un patient qui est déjà hypertendu. On a les premiers signes, surtout à l'examen. Il y a des anomalies qui montrent que à l'électrocardiogramme qui montre peut-être qu'il y a un muscle qui est un peu épaissi par l'hypertension artérielle. On a des orientations, des éléments mineurs, mais disent ça il est prédisposé à faire de l'insuffisance cardiaque. À ce stade-là, on traite plus l'hypertension artérielle pour lui éviter, donc on équilibre son hypertension artérielle pour lui éviter de passer au stade 2, 3 et 4. C'est ça. Quand on a une hypertension artérielle mal équilibrée, on est à un stade 1, il y a un degré un peu d'hypertrophie ventriculaire, c'est-à-dire un épaississement anormal du muscle cardiaque, et on a un début de l'insuffisance cardiaque, et là, on traite précocement et on évite à ce que le patient évolue et s'aggrave dans le temps. Alors, je m'adresse tout de suite maintenant à vous, infirmière, oui. À vous, diététicienne. Vous intervenez, je pense, aussi bien en période d'hôpital qu'en période après l'hôpital. Tout à fait. À domicile, le retour à domicile. Alors, moi, en tant qu'infirmière du centre hospitalier, j'interviens pendant la période d'hospitalisation, effectivement, mais aussi quand les patients reviennent nous voir dans le cadre du programme d'éducation thérapeutique insuffisant cardiaque, ils viennent nous voir, ils sont à domicile. Et ils viennent nous voir lors de séances collectives ou individuelles, de groupe aussi, pour vraiment apprendre à s'occuper d'eux-mêmes, à détecter les signes d'aggravation de la maladie, venir aussi voir la diététicienne pour le régime particulier, et on leur donne comme ça les moyens de se surveiller eux-mêmes. Et pour ça, il faut des patients qui soient motivés, qui veulent vraiment le faire, et quand ils sont motivés, ça se passe vraiment très très bien. Voilà. Vous dites motivé parce que le patient ne peut pas être motivé ? Alors, c'est pas évident, comment vous dire. Pendant la période d'hospitalisation, soit la personne arrive en état grave et ne connaît pas du tout sa maladie, et quelque part, il a comme quelque chose qui lui tombe sur la tête d'un seul coup. Donc il y a un temps, on va dire, d'acceptation. Et ce temps-là, il faut le respecter. La personne peut être dans le déni et peut également être en colère. Et après, il faut du temps pour digérer l'information. C'est pas évident. Et puis petit à petit, on va lui présenter un programme qui s'adresse vraiment aux personnes une fois qu'ils sont retournés chez eux. Donc ils viennent par eux-mêmes, ils ne sont pas obligés. On n'est pas obligé de se soigner, on donne la liberté aux personnes de venir. C'est ça qui est important, on a la liberté de le faire. Et notre rôle, c'est d'encourager bien sûr les personnes à venir, c'est très important. Mais une fois qu'ils ont commencé, après continuent, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, je pense que là, il y a la diététicienne qui intervient, bien sûr. À quel moment vous intervenez, vous ? Alors, moi, j'interviens assez rapidement au décours de l'hospitalisation. Déjà, pour mettre en place le régime qui va être prescrit par le cardiologue et qui consiste essentiellement à contrôler ses apports en sel. Et donc ensuite, mon rôle est d'éduquer la personne pour le retour à domicile, lui expliquer comment continuer à mettre en œuvre ce régime-là. Et donc, dans un troisième temps, on va dire,
avec Catherine, nous travaillons un petit peu en binôme au niveau des ateliers en éducation thérapeutique pour renforcer les connaissances, mettre en œuvre des choses beaucoup plus pratiques qui ne sont pas possibles pendant l'hospitalisation. Par exemple, dans les ateliers, nous avons un atelier qui consiste à apprendre à lire les étiquettes et les emballages de produits et que l'on fait ça de manière collective avec différents patients. Voilà, donc il y a plusieurs étapes. Parce que le patient a perdu toutes ses notions. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive justement à lire les étiquettes, comme vous dites Oui, voilà. Donc en fait, le régime contrôlé en sel n'est pas évident parce qu'il faut déjà connaître les aliments qui sont les plus salés pour les contrôler, pour éviter de les cumuler au cours d'une même journée. Parce que M. Zimir vous expliquera probablement pourquoi il est important de contrôler le sel. Voilà. Et donc, les aliments, donc on connaît les aliments les plus salés, mais également il existe des tactiques pour les détecter. Et donc, de plus en plus, les industriels mettent les compositions sur les emballages. Et ça va permettre aux personnes de respecter la prescription médicale. Parce qu'il va y avoir un taux connu et prescrit par le médecin de sel à consommer au maximum sur une journée. C'est pas obligatoire, les inscriptions de sel sur les boîtes? Alors, c'est parfois un petit peu complexe. Vous pouvez avoir une inscription très, très, très claire avec la quantité de sel. On peut simplement retrouver le sodium indiqué, qui est en fait la partie, un des composants du sel, qui est en fait cette partie qui nous intéresse, qui doit être limitée. Et puis, on peut simplement retrouver dans la liste des ingrédients la présence de sel, sans plus d'indications sur la quantité de sel qui est contenue dans le produit. Voilà, donc il faut faire un petit peu le tri dans tout ça. Oui. Moi, je pense que maintenant, c'est au Dr Zimir de nous expliquer pourquoi le sel n'est pas est contre-indiqué en quelque sorte dans l'insuffisance cardiaque. Concernant l'alimentation, le régime sans sel dans le cas de l'insuffisance cardiaque, parce qu'on a un apport sodique pour l'hypertendu, un apport sodique pour l'insuffisance coronaire, c'est pas la même quantité. Avant, il y a quelques... Sodique, c'est-à-dire sel. Voilà, le sel, oui. En fait, pour nos auditeurs, oui, voilà. C'est peut-être plus simple. C'est plus le sel, voilà, exactement. Le sel, pour l'insuffisance cardiaque, on ne doit pas dépasser 3 à 4 grammes par 24 heures. C'est-à-dire, c'est tout simplement d'avoir... dans la préparation des plats, on met la quantité normale, mais il faut toujours le pain sans sel, le fromage, la charcuterie, les plats cuisinés, la soupe, c'est extrêmement riche en sel. Et ça, des patients, quand ils prennent un écart de régime, se retrouvent 4-5 jours, une semaine, hospitalisés parce qu'il y a eu un écart de régime au niveau du sel. Avant, on recommandait du sans sel strict. Mais sans sel strict, on s'est aperçu que c'est délétère, déshydratation, dénutrition. Et donc, c'est fade, les gens n'aiment pas, ne mangent pas, et puis ils se retrouvent dénutris. Donc, mais avec la quantité de 3 à 4 grammes, si on arrive à moins de 6 grammes par 24 heures, c'est déjà la quantité à avoir pour un insuffisant cardiaque. Donc, en gros, pain sans sel, les aliments sans sel, et puis ne pas saler à table non plus. C'est pas évident pour quelqu'un... Dans la journée, il ne va pas pouvoir penser que j'ai pris 1 gramme ce matin, 2 grammes, etc. Sa vie, elle est là tous les jours, il ne peut pas quantifier. Mais le fait d'éviter tout ce qui est riche en sel, c'est déjà un régime hyposodé. Le sel est très important, alors. C'est ça, c'est le sel qui est très important dans la diététique. Tout à fait. Ça va être à la base en fait des prescriptions diététiques. Il est vrai qu'une personne qui va être insuffisante cardiaque, à qui on va dire du jour au lendemain de contrôler le sel, ne va pas être coupée de la vie ordinaire. Il va vouloir continuer à aller manger au restaurant, à manger avec des amis, ne va pas renoncer du jour au lendemain au fromage, au jambon, enfin à des plaisirs salés, au foie gras de Noël. Et donc le rôle de l'éducation et le rôle de la diététicienne, c'est d'aider les personnes à faire ce que l'on appelle des équivalences. C'est-à-dire que le médecin va autoriser 4 grammes de sel par jour
on va donner des clés à ces personnes-là pour leur expliquer comment ils peuvent apporter ces 4 grammes. Donc soit ils vont ajouter 4 grammes de sel dans l'alimentation en partant d'une alimentation complètement sans sel avec donc du pain sans sel et des aliments sans sel. Ou alors ils vont pouvoir se dire, eh bien finalement, moi la bonne baguette de mon boulanger, je ne veux pas y renoncer. Et donc on va leur apprendre quelle fraction la baguette ils peuvent consommer sans faire de bêtises, ou manger un peu de fromage s'ils vont à la montagne. Enfin voilà, des choses dans le courant. Voilà. Et c'est là où la lecture des étiquettes était donc importante pour pouvoir faire son total sur la journée sans renoncer à tout. Alors, si j'ai bien compris, il peut manger de tout, sauf le sel. Il peut manger de tout. Alors, il peut manger de tout en quantité contrôlée, et voire même un petit peu de sel. D'accord. Mais toujours en quantité contrôlée également. Est-ce que justement, il n'y a que le sel qui est mauvais pour l'insuffisance cardiaque? Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Alors, c'est effectivement... Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Oui. Alors, c'est effectivement la principale pierre d'achoppement, le sel. Il est vrai qu'en éducation, avec mes collègues, nous parlons également de l'équilibre alimentaire en général, parce que ce sont des personnes qui sont un petit peu fragilisées, qui, comme disait le docteur Zemir, ont pu avoir des problèmes cardiovasculaires, ont peut-être des problèmes de cholestérol. Donc on aborde aussi le sujet de l'équilibre alimentaire plus global. Est-ce qu'on a une idée à peu près sur 10 personnes qui se présentent pour faire justement un régime? Combien il y a de personnes qui le suivent vraiment? Est-ce qu'on a une idée, un ordre à peu près de personnes qui respectent vraiment ce régime? Non, c'est difficile, compliqué. C'est effectivement. Alors, il est vrai que ce régime-là est vital pour eux. Enfin, je pense que le cardiologue, M. Zemir, vous le dira peut-être, mais insiste beaucoup sur ce sujet. Oui, c'est le patient à insuffisance cardiaque, quand il a présenté, il a été hospitalisé, sensibilisé pendant l'hospitalisation et pendant la phase éducative ambulatoire, ils sont très sensibles. Donc de ce côté-là, c'est bien respecté. Mais effectivement, il y a des périodes, il y a des invitations, il y a des périodes de fêtes de fin d'année. On donne parfois en disant, voilà, vous pouvez vous faire plaisir, mais il faut que ça soit surveillé par votre médecin, par votre cardiologue et bien entouré. Mais c'est en matière de prise en charge et du respect et d'observation du régime sans sel, elle est souvent respectée. Et comment on surveille justement? Il y a des prises de sang, il y a des contrôles? C'est souvent avoué par le patient quand on fait notre enquête, parce que quand il vient en réhospitalisation, on cherche quel est le facteur qui a déclenché cette réhospitalisation? Est-ce qu'il a bien pris son traitement? Est-ce qu'il y a eu une infection? Est-ce que le régime sans sel? Et parfois, c'est souvent, voilà, j'ai été invité, voilà, j'ai pris du foie gras. Il y en a certains, c'est un peu la période en ce moment des patients hospitalisés en cardiologie. Malheureusement. Il y en a quand on les interroge, oui, j'ai été invité à quelques huîtres et puis se retrouver une semaine après en hospitalisation. Et là, c'est grave quand même, hein. C'est vrai. Mais bon, oui, on rattrape. On rattrape, mais c'est vrai qu'une hospitalisation, c'est-à-dire une réhospitalisation, altère le pronostic, c'est-à-dire que la qualité de vie du patient en insuffisance cardiaque, elle est en partie touchée par ces écarts répétitifs. Donc. Alors, est-ce que c'est à vie? Oui, la réponse est oui. Quand on est en insuffisance cardiaque, on réadapte bien sûr, mais l'insuffisance cardiaque chronique, pour améliorer le confort de vie et le pronostic de l'insuffisance cardiaque, il faut respecter scrupuleusement l'alimentation peu salée. D'accord. Alors, ce que je vous propose, c'est de marquer une petite pause musicale, hein, le temps qu'on rappelle le numéro de téléphone, justement pour que les auditeurs puissent intervenir et poser leurs questions, hein, s'ils veulent, hein, l'insuffisance cardiaque, 03 44 75 3000. C'est ça, effectivement, et on va écouter tout de suite Peter avec Noir Eden sur l'antenne de Radio Puisalène. Bonne soirée à tous. Très bien. Nous retrouvons Edwige Ludovic et le docteur Vauduit pour le Club Info et Santé. Oui, merci Nicolas. Alors, autour de cette table, bien sûr, le thème de ce soir, l'insuffisance cardiaque. Vous pouvez appeler 03 44 75 3000 pour poser vos questions. Autour de la table, nous recevons le docteur Zemir, qui est cardiologue, Madame Chevalier-Joly, qui est diététicienne, et Madame Panou Delafont-Catherine, qui est infirmière.
Alors c'est vrai qu'on se posait des questions. Le sel, manger sans sel, c'est pas tellement non plus bon. Est-ce qu'il y a peut-être une autre, on va dire, quelque chose qui le remplace. Voilà. Un petit peu. Ouais. Les sels de Qui régime. pourrait comme on remplacer dit. le sel. Alors, il existe tout à fait des sels de régime que l'on peut trouver en pharmacie qui ont également leurs défauts parce que, au lieu d'être du chlorure de sodium, qui est le nom chimique du sel, le sodium est remplacé par du potassium. Et le potassium peut avoir un impact assez néfaste sur le fonctionnement du cœur. Par ailleurs, de plus en plus de patients nous présentent des produits qu'ils ont achetés en grande surface ou souvent en magasin biologique et qui sont en fait des mélanges de sel, d'herbes allégés en sel et qu'ils croient dépourvus de sel et qui sont quand même un petit peu salés. Donc il faut être très très prudent également avec ces produits et toujours regarder les ingrédients. Alors là, il vous les propose à vous, mais est-ce que c'est peut-être pas le rôle de Catherine, l'infirmière, qui pourrait peut-être donner un petit peu ses explications, ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas manger ou ce qu'il faut pas... Non, c'est plutôt les médicaments, c'est... Ça peut être aussi le régime, parce que les personnes hospitalisées peuvent se faire amener de la maison par quelqu'un de la famille un sel de régime croyant faire bien. Ah oui. Mais c'est à nous, bien sûr, d'intervenir et de dire non, vaut mieux contrôler, mettre du vrai sel et le contrôler. On a des sachets de sel qui sont pré-pesés à 1 gramme, qu'on peut contrôler, sachant que si la prescription est de 4 grammes de sel par jour, donc on peut contrôler en rajoutant sur une alimentation dépourvue complètement de sel ces 4 grammes répartis sur la journée. Donc c'est faisable et ça peut être fait déjà en milieu hospitalier et ça peut être fait aussi à la maison. Lors des ateliers, on va, comme disait Christine, présenter aussi les différentes alimentations salées et peu salées et ça peut se contrôler vraiment avec des petites cuillères mesure aussi de 1 gramme. Les personnes qui veulent rajouter juste au moment de manger leur petit gramme de sel sur leur alimentation, ce qui est quand même meilleur que le régime complètement sans sel. Oui, c'est vrai. Alors, vous dites, vous avez des ateliers. Comment que ça se passe ? C'est-à-dire que là, le patient, il est à l'hôpital ou en... Alors, les ateliers, les personnes reviennent en dehors de l'hôpital. Donc, viennent nous voir. D'accord, donc chez vous. Organisés. Mais au centre hospitalier quand même. On a vraiment... l'hospitalisation, voilà. Mais c'est en dehors de l'hospitalisation. Ce qui est très intéressant aussi parce que les personnes viennent comme elles sont, pas en milieu hospitalier, donc avec leur pyjama, etc. Elles viennent vraiment comme nous, en face de nous, en civil, et c'est autre chose comme relation. D'accord. Et là, c'est très important aussi de remettre en lien ce contact, cette relation de confiance du soignant qu'on est aussi en milieu hospitalier, de l'avoir avec des personnes qui sont en civil aussi. C'est très intéressant. Donc le milieu hospitalier, ça dure combien de temps à peu près ? Alors tout dépend de la personne dans quel état elle arrive aussi. Ça peut être en état d'urgence, donc il faut un temps pour, grâce aux médicaments, se débarrasser de cette eau qui a été retenue par le sel pour expliquer la difficulté du cœur à pomper, parce que c'est ça la définition, l'insuffisance cardiaque. Le cœur n'est plus assez fort pour pomper ce volume de sang. Oui. Donc il a du mal et le but de l'hospitalisation, c'est de faire évacuer cette eau qui est en trop, donc qui se contrôle aussi par le poids. C'est très important le poids. Voilà, une personne qui peut avoir mangé salé pendant quelques jours, comme pendant la période des fêtes, peut prendre aussi beaucoup de poids, mais de poids d'eau. Donc elle arrive en surpoids d'eau. Et le but du médicament, ça sera d'évacuer cette eau. Et déjà, avec l'évacuation de cette eau, qui se calcule aussi en poids, la personne va se sentir nettement mieux. Et grâce aussi au reste du traitement qui va aider le cœur à le renforcer aussi, à faire son activité. Et aussi baisser la pression dans les tuyaux, parce que s'il y a la pression dans les tuyaux, comme je dis toujours, c'est pas bon, c'est ça l'hypertension. Hein, c'est ça. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah oui.
Est-ce que justement une personne qui est sous insuffisance cardiaque doit maintenir une activité physique? Alors c'est très intéressant comme question parce que effectivement, garder une activité physique dans ces cas-là, c'est toujours bon, mais il ne faut pas se mettre au sport si on n'a jamais été sportif. Hein, c'est pas le but. Activité physique, ça peut être aller chercher son pain même sans sel ou avec du sel, mais régulièrement faire ses 500 mètres quotidiennement. Et justement, on va parler dans ces cas-là de cette notion d'étalonnage d'activité physique et qui va nous permettre aussi de se contrôler quand on n'arrive pas à faire cette activité physique régulière et qu'on est essoufflé, par exemple à la marche, ce sera une indication comme quoi il y a une aggravation de cette insuffisance cardiaque. Donc on demande justement aux patients de bien s'observer pendant leurs efforts quotidiens. Ça peut être du vélo, ça peut être la marche, des choses très simples. Pas aller faire un tennis si on n'est pas sportif. C'est vrai que c'est sportif. Voilà. Donc, le but, c'est d'être bien dans son quotidien, dans ses activités. Mais c'est vrai que se bouger, de toute façon, c'est essentiel. C'est essentiel. Oui. Promener le chien. Voilà, tout à fait. Bouger et manger aussi. Manger, et bien bien manger. sûr. Voilà, sans sel, mais bon. Alors, c'est vrai que là, c'est vrai d'où intervient. Donc, vous êtes toutes les deux complémentaires. Alors, Tout à fait. et vous travaillez donc avec le docteur Zemir qui éventuellement. Alors, moi, je voudrais vous poser la question. Comment peut-on faire avant que la personne, le patient, voilà, vienne vous voir? Est-ce qu'il y a quelque chose de préventif avant? Oui. La médecine actuelle, c'est une médecine préventive. Une médecine médicamenteuse, c'est une médecine très onéreuse. Les études maintenant, les laboratoires réduisent les études. La médecine préventive, c'est une médecine où, si je suis hypertendu, je fais attention, je prends bien mes médicaments, l'observance médicamenteuse, l'alimentation peu salée, l'activité physique. Ah oui. Si je fume, donc c'est l'arrêt du tabac. En fait, il faut bien éviter les facteurs qui développent l'insuffisance cardiaque. C'est-à-dire, je suis hypertendu, si je suis bien soigné, mon muscle cardiaque reste d'épaisseur normale. Si je continue le tabac et je suis diabétique et non équilibré, j'ai un risque d'infarctus. Donc une partie du muscle cardiaque nécrosée, c'est-à-dire une partie du muscle cardiaque morte. Et ça développe l'insuffisance cardiaque. Donc, bien soigner son diabète, bien soigner son hypertension artérielle, faire de l'activité physique, c'est-à-dire tout ce qui est médicamenteux et non médicamenteux. Non médicamenteux, c'est les mesures hygiéno-diététiques. Je mange bien et je marche, je fais de l'activité physique. Pas forcément sportive, de la marche quotidienne suffit pour beaucoup de patients hypertendus, diabétiques, dyslipidémiques, c'est-à-dire ceux qui ont du cholestérol. Donc c'est plus prévenir l'agression du muscle cardiaque en observant bien son traitement et en ayant une hygiène de vie correcte. Alors, là, on peut aller vous voir directement, alors. Si vraiment j'ai un problème cardiaque, je viens vous voir pour justement vous puissiez m'orienter sur les choses à faire et à ne pas faire. Alors déjà, les patients que je vois sont hospitalisés et après je les vois en dehors de l'hospitalisation. Mais déjà, apprendre à s'observer. C'est-à-dire, comme je dis toujours aux personnes, c'est vous qui vous connaissez le mieux. Oui. Donc vous vous connaissez, vous savez quand ça ne va pas. Donc observez déjà en prenant son poids régulièrement pour éviter la prise de poids. S'observer aussi ce fameux essoufflement dont on parlait tout à l'heure, que le docteur Zemir insiste, cette dyspnée. C'est important de savoir qu'elle s'aggrave en fin de journée et que la personne qui ne peut pas s'allonger complètement le soir pour dormir et qui est obligée de mettre plusieurs oreillers en dessous pour respirer, déjà c'est un signe d'insuffisance cardiaque. Donc ça va être des observations aussi de ses membres inférieurs, c'est-à-dire des chevilles qui peuvent être gonflées, ça c'est un signe aussi, et puis ça peut être une fatigue générale. Tout ça, ce sont des signes à observer et aller voir son médecin traitant en premier lieu déjà. Dès qu'il y a une inquiétude. C'est ça, effectivement, c'est les signes d'alerte. Le patient, donc, il est
Il n'est plus, il ne subit pas, il est action, l'objectif de l'atelier, c'est que de connaître ces signes d'alerte et ne pas attendre la phase aiguë, la phase de congestion au niveau pulmonaire et au niveau des membres inférieurs. Donc, c'est-à-dire que c'est une personne qui est jusqu'à là bien équilibrée, le soir ou à 2h, 3h du matin, il commence à tousser un peu, ça c'est un signe d'alerte. Et quand on leur expliquait que c'est quoi les signes d'alerte, c'est le lendemain, il téléphone à son médecin traitant, voilà, j'ai ça, il va réadapter le traitement de façon précoce et éviter aux patients une hospitalisation. D'accord. Est-ce que l'insuffisance cardiaque peut toucher les enfants ? Oui, les cardiopathies congénitales, les infections, les myocardites, c'est une infection virale du muscle cardiaque. Donc ça peut toucher du nourrisson jusqu'à 99 ans. Donc ça peut toucher tout le monde. Tout le monde, voilà. Tout le monde, oui. Est-ce que ça peut être héréditaire ? Oui, on peut dire que c'est pas l'insuffisance cardiaque, comme on dit que c'était un syndrome, c'est pas une maladie, elle ne peut pas être transmissible. C'est les causes de l'insuffisance cardiaque. Si on a une hérédité coronarienne, un père qui a fait un infarctus à 40 ans parce qu'il y a une anomalie de la coagulation du sang et qui a développé un infarctus alors qu'il est jeune, là, c'est aussi transmissible aux enfants. Donc il y a les cardiopathies dilatées d'origine familiale, il y a les cardiopathies hypertrophiques aussi héréditaires. Donc l'insuffisance cardiaque peut être héréditaire par des maladies du muscle et pas l'insuffisance cardiaque en elle-même. C'est un site qui reflète une maladie cardiaque du muscle cardiaque ou d'une valve ou une anomalie de la conduction intracardiaque. Alors chez l'enfant c'est pareil, là il faut que ça soit la maman ou le papa qui surveille un petit peu cette insuffisance oui, tout à fait, oui, cardiaque. bien sûr. C'est le cardiopédiatre en collaboration avec le médecin correspondant, le cardiopédiatre et la famille et l'infirmière. Oui, il y a tout un système qui se met autour. C'est un autour système et de réseau. Voilà. Oui, voilà. D'accord. Alors, pour les signes, les premiers signes, est-ce que le fait, par exemple, un jour, en allant chercher du pain, il est essoufflé, et de plus en plus essoufflé, par exemple, ou bien en 3 ou 4 jours, sans rien manger en plus, il a pris 3 ou 4 kilos. Ce sont les signes. Oui, c'est ce qu'on dit aux patients quand ils sont hospitalisés. Je dis, pourquoi vous êtes resté jusqu'à avoir pris 10 kilos en si peu de temps, en une semaine. Il fallait réagir tout de suite. Pour ceux qui n'ont pas eu cette éducation, ou même ceux qui ignorent un peu les choses en disant c'est une période, je ne vais pas à l'hôpital, etc., ils vont me garder, ou je ne vais pas aller aux urgences, etc. Donc effectivement, c'est la prise de poids, c'est-à-dire d'une mesure à l'autre, c'est-à-dire un jour sur deux, on a une prise de poids de 1 kg à 1,5 kg, c'est une sonnette d'alarme. Oui. Et là, il faut réagir tout de suite. Un jour, 1 kilo, 1 kilo et demi. Oui, voilà, c'est déjà, quand on se rapproche de plus de 1 kg, 1,5 kg, c'est déjà, en 48 heures, c'est déjà c'est énorme. C'est énorme, voilà. Oui, c'est énorme. Donc, chez les insuffisants cardiaques, vous leur dites qu'il faut qu'ils se pèsent pratiquement tous les jours. Oui, donc il y a avant, il y avait des choses contraignantes. C'est pas la pesée quotidienne, parce qu'on peut laisser les patients vivre leur vie, c'est-à-dire on ne peut pas trop médicaliser. Il y a une observance, mais c'est un jour sur deux ou un jour sur trois, chacun a son rythme. Mais déjà, ça permet d'avoir une idée, pour que ça soit pas une contrainte et une pesée quotidienne, mais déjà d'une pesée à l'autre, si on voit un écart au niveau du poids, ça, il faut aller tout de suite, il faut réagir tout de suite. Ce qu'on conseille en général, c'est une pesée par semaine, mais associée aussi aux autres signes d'observation, c'est-à-dire on associe la sensation aussi de gêne au niveau, par exemple, de la ceinture de pantalon. Quand on prend du volume au niveau de l'abdomen, ça peut être les chevilles qui gonflent, l'essoufflement, donc on va associer tous ces signes. Si en plus le poids il a augmenté, là on dit il y a un problème, donc il faut que j'aille voir mon médecin traitant en premier lieu, et là on va voir avec lui il faut majorer le traitement diurétique pour faire perdre cette eau qui est en trop. Voilà. À savoir que 1 litre d'eau pèse 1 kilo, et 1 litre d'eau réparti sur le corps, c'est presque invisible. Donc la balance dans ces cas-là est très très utile pour déterminer cette prise d'eau en trop, en fait. Se peser, se surveiller. En fin de compte, la personne doit faire attention à elle-même. Tout à fait. Tout à fait. C'est exactement ça. C'est comme on dit souvent, les personnes se connaissent bien. Elles se sentent, si elles se sentent bien ou si elles se sentent mal, et c'est à elles de faire
un peu plus attention, mais souvent les personnes ne s'écoutent pas. On va dire oh ben c'est pas grave, j'ai mal dans la poitrine, je vais prendre une douche. Vous voyez des choses comme ça. Ah oui. Moi j'ai entendu ça pour les infarctus par exemple. Mais il faut, je dis toujours, écouter sa petite voix intérieure qui nous dit il y a un problème. Écoute ta petite voix intérieure qui te dit ça peut être grave, donc il faut faire attention à soi-même en s'observant tous les jours. Va voir ton médecin. Va voir ton médecin en premier lieu. Oui. Et puis si c'est vraiment grave, si cette dyspnée est très importante, il ne faut pas avoir peur de faire le 15 et d'appeler les urgences. Dans ces cas-là, une prise en charge rapide et efficace, c'est très important. C'est ce que j'allais dire, ça peut quand même sauver la vie. Parce Tout à fait. À rester comme ça dans le lit et puis attendre le lendemain matin, ça ne sert à rien. Dire, il faut, plus vite on est intervenu, plus vite c'est mieux pour le patient, quoi. Effectivement, c'est-à-dire qu'on a fait des études donc, par la Société française de cardiologie, des patients, des études où c'était en 2 bras, comparant des patients qui ont une éducation thérapeutique et ceux qui n'ont pas une éducation thérapeutique. Et ça, on voit que la qualité de vie et la survie à 5 ans étaient nettement meilleures pour un patient éduqué. Pourquoi ? Parce que, comme ma collègue Catherine explique, c'est que un patient éduqué, il va réagir tout de suite. Non éduqué, ça c'était les premières, mais maintenant on intègre tout le monde, même si on fait un peu d'éducation, parce que ça prend un peu plus de temps, ça nécessite beaucoup de moyens humains et matériels, mais déjà les quelques phrases qu'on a pendant la consultation ou pendant l'hospitalisation en disant il faut faire ça et ça, et ça permet de redresser la prise en charge et le patient a un meilleur pronostic par la suite. C'est ça. À partir du moment où on commence à aller vous voir, vous consulter, là, vous mettez tout en place pour justement faire tout ce qu'il faut faire, quoi. Oui, bien sûr. C'est s'assurer que le patient prend bien son traitement. Vérifier si toujours si la maladie elle est bien stable par des examens cliniques et complémentaires. Oui. Un patient qui est coronarien, on vérifie toujours si l'artère qui a été dilatée, qui a été traitée par pose de stent, par un pose d'un petit ressort au niveau vasculaire, s'il est bien stable, donc on fait des contrôles périodiques. Et après, donc il y a cette phase de revoir l'ordonnance et de la réactualiser. Il y a la phase éducative, donc c'est ça. Donc est-ce que vous avez fait attention ? Est-ce que parfois, quand on n'a pas le temps, on a une fiche qui résume les aliments peu salés et sans sel. Le patient, il part avec cette fiche. Donc là, il y a une démarche éducative, même en consultation, même si ça prend un peu plus de temps. Donc les patients sont aussi... il y a une prise en charge médicamenteuse et éducative pendant la consultation. Alors, entre le médecin et puis le patient, il faut qu'il y ait une certaine confiance quand même, hein, parce que, vous demandez à votre patient, mais si le patient il vous dit oui, je l'ai pris... Oui, non, mais c'est sûr, ça c'est toujours l'observance. On peut la vérifier, c'est-à-dire qu'un patient qui a un traitement qui ralentit le cœur, et quand il arrive et on voit que son cœur accéléré, on s'est dit, il n'a pas pris son traitement. Il y a des moyens, il y a des analyses de sang à faire quand on fait on dose le sodium, le sel dans les urines. On peut savoir si la personne a bien respecté son régime sans sel ou pas. Donc il y a des démarches, il y a des moyens pour savoir si le patient... D'accord. Alors, docteur Zemir, justement, nous avons quelqu'un en ligne pour l'insuffisance cardiaque. Allô ? Oui. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir Edwige, bonsoir Ludo, bonsoir Nicolas et bonsoir le corps médical. Je vous appelle parce que je voudrais en savoir plus sur la maladie de Barlow qu'on a détectée récemment, il y a un peu plus d'un mois. Alors, une maladie de Barlow, c'est une maladie au niveau de la valve mitrale. La valve, c'est une soupape, hein, donc ça fait le lien entre deux cavités, en l'occurrence l'oreillette gauche et le ventricule gauche. C'est un épicisme, la ballonisation, c'est comme si il y a un excès de tissu au niveau de la valve. Après, donc ça dépend. Le Barlow seul, sans insuffisance mitrale, c'est-à-dire que c'est la valve, comme je vous viens de l'expliquer, c'est une soupape qui laisse le sang passer dans un sens mais pas dans l'autre. Mais si ce Barlow empêche cette fonction de soupape et le sang revient un petit peu en arrière, c'est-à-dire revient vers l'oreillette gauche et après il est réinjecté vers le ventricule sur le cycle suivant, le Barlow seul n'a pas de conséquences. Après, c'est le degré de régurgitation ou d'insuffisance mitrale, si elle est importante ou pas. Ça, c'est effectivement, il y a le traitement. Ça peut être
si on est bien suivi, et si on prend bien son traitement, si on est en face d'une insuffisance mitrale assez importante, c'est-à-dire il y a un traitement médical, il y a une correction chirurgicale. Tout dépend du degré du Barlow et du degré de l'insuffisance mitrale. Et là, je revois mon cardiologue le 23, on va me refaire un test d'effort et aussi une échographie cardiaque. Et c'est uniquement à base de l'échographie cardiaque qu'on va détecter si la maladie de Barlow s'accentue ou... Oui, c'est la surveillance. Disons, il y a la surveillance clinique, c'est-à-dire quand on écoute le cœur sous le sein gauche, on voit que s'il y a un souffle et le degré de l'intensité du souffle. Voilà. Et puis après, bien sûr, c'est l'examen clé, c'est l'échographie cardiaque qui détermine le degré de cette insuffisance mitrale. Donc c'est un traitement médicamenteux et dans des situations importantes. Si votre cardiologue vous propose un test d'effort, c'est que votre Barlow il est minime. Bon, sinon on peut pas faire un test d'effort qui a une maladie de Barlow avancée. D'accord, ok. Et il y a des traitements pour ça quand même. Le traitement, c'est un excès de tissu. Donc, si l'excès de tissu ne gêne pas la fonction soupape de la valve mitrale, c'est à surveiller. Le traitement, c'est chirurgical. Il n'y a pas de médicament pour traiter le Barlow. Hein. Ah, ok, d'accord. Voilà. Mais est-il vrai qu'on dit aussi que la maladie de Barlow, c'est plus une maladie pour les femmes que pour les hommes? Oui, je confirme. Et pourquoi? C'est une prédisposition féminine, c'est un ratio entre hommes et femmes, donc qui est plus chez les femmes que chez les hommes. Alors Rudith, c'est peut-être une femme. Hein. Le l'âge des femmes. Non, mais bon, je voudrais rester sérieux dans mes propos et je remercie le docteur de m'avoir... je suis angoissé quand même depuis plusieurs semaines. Et bon, je trouve même que mon prochain rendez-vous chez le cardiologue, il est loin, il est le 23 janvier. Oui. Mais bon, malheureusement, aujourd'hui, il est vrai que c'est très très difficile de trouver un cardiologue. Alors, juste une question, c'est que votre Barlow a été découverte dans quelles circonstances? Parce que c'est ça aussi le facteur. Est-ce que c'était une découverte fortuite ou est-ce que c'est suite à un événement? Est-ce que c'est, par exemple, un essoufflement? Il y a à peu près 3 ans, j'ai fait un début d'infarctus. Donc, j'avais mal dans le bras côté gauche. Et je suis suivi avec du molsodomine, avec de l'aspégique, et je pensais que c'était un infarctus en réalité, donc j'ai fait donc une angine de poitrine. Oui. Je suis toujours suivi au molsodomine et puis à l'aspégique. Ça c'est pour côté cardiaque, mais bon, j'ai un diabète de type 2, donc non insuline dépendant, donc je suis encore au comprimé. Et aussi, il se trouve que j'ai une insuffisance thyroïdienne, une insuffisance hypophysaire. Et donc, j'ai quand même un traitement assez lourd à prendre chaque jour. Et un jour, en contrôlant mon électrocardiogramme, on s'est aperçu qu'il y avait un petit truc qui clochait. Et en faisant l'échographie, on s'est aperçu qu'il y avait la maladie de Barlow. D'accord, mais donc là, tout dépend. A priori, d'après ce que vous dites, votre Barlow, il n'est pas un Barlow. On m'a pas dit le pourcentage. On m'a pas dit s'il était. Oui. C'était ce que j'appellerais une protubérance ou pas. On m'a pas dit. Oui, tout à fait. On m'a dit vous avez une maladie de Barlow, ce qui est curieux parce que... Oui, non, mais c'est une appréciation à l'échographie cardiaque et si celle-ci n'entrave pas le fonctionnement de la valve mitrale, il n'y a pas de conséquences. D'accord. Je peux faire du sport, je peux marcher, je peux courir. Ça, et vous allez la voir en faisant votre test d'effort. D'accord. Ok, écoutez, docteur, je vous remercie de... Je vous en prie également. Merci. Bien. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Merci, au revoir Rudith. Alors, moi, ma question est la suivante. Le Barlow, ça veut dire quoi exactement? En fait, le Barlow, c'est vrai qu'on sort un petit peu le sujet de l'insuffisance cardiaque, mais c'est une particularité, c'est une anomalie de la valve mitrale qui présente une forme, c'est un excès, c'est une banalisation, c'est un excès de tissu, c'est-à-dire
s'il y a une surcharge au niveau de tissu. Il y a plus de tissu. Alors c'est pour ça que vous parliez tout à l'heure de chirurgie. Voilà, de chirurgie, de corriger si cet excès de tissu gêne Donc ça peut être enlevé. Alors. Le jeu valvulaire, le jeu de la valve mitrale. Ah d'accord. Mais bon. Okay. D'accord. Oui, vous pouvez. On va faire une petite pause musicale. Oui, on va se faire une petite pause musicale. Oui, c'est vrai. Je vous l'avais demandé, Nicolas, de nous le rappeler, parce qu'on est des bavards. Voilà, exactement. C'est pour ça que j'ai dit stop, on arrête. Alors, on va écouter tout de suite c'est Tal avec des fleurs et des flammes. Mais juste avant, on va écouter ce petit message. Si vous recherchez un travail, c'est le moment d'écouter Radio Pisalène. Et nous retrouvons toute l'équipe du Club Info et Santé dans la salle d'interview. C'est à vous. L'insuffisance cardiaque. Alors, docteur Zemir, qui est cardiologue, y a-t-il des traitements ? On assiste à un progrès très très important en matière de prise en charge de l'insuffisance cardiaque, surtout ces dernières années, médicamenteux et non médicamenteux. Fin 2015, on a assisté à l'arrivée d'un nouveau médicament qui améliore le pronostic de l'insuffisance cardiaque, donc on l'utilise de plus en plus. Donc on avait une période d'essai, maintenant c'est rentré dans nos habitudes de prescription. Donc le traitement médicamenteux, donc on a une escalade thérapeutique, c'est-à-dire on commence par palier, par classe thérapeutique, et après on met en 4e position ce nouveau traitement pour l'insuffisance cardiaque. Quand la personne n'est pas contrôlée, quand elle est bien contrôlée par le traitement classique de l'insuffisance cardiaque, on s'arrête à un traitement classique. Mais après, quand il échappe au traitement où il devient, donc dans ce cas bien précis, on met le nouveau traitement. Après ce nouveau traitement, si le patient n'est pas contrôlé, on cherche, s'il n'y a pas d'anomalie, de la conduction intraventriculaire au niveau du ventricule gauche. Si, sur des critères électrocardiographiques, le patient est éligible de la mise en place d'un simulateur cardiaque pour resynchroniser la contraction du ventricule gauche, ça, c'est prouvé par plusieurs études que ça améliore considérablement la mortalité et le pronostic de l'insuffisance cardiaque. Après le dernier palier, le cas extrême de l'insuffisance cardiaque réfractaire, il y a l'assistance circulatoire et le stade ultime, c'est la greffe cardiaque. Mais donc là, déjà à ce stade de traitement médicamenteux et le traitement par défibrillateur et resynchronisation du ventricule, quand un ventricule qui a une conduction qui est décalée entre une paroi et une autre, le fait de mettre un pacemaker, un stimulateur cardiaque des deux ventricules, une pile, ça permet de resynchroniser le ventricule et une meilleure contraction, donc amélioration de la pompe cardiaque et amélioration des performances myocardiques, donc amélioration du pronostic à moyen terme. Ils font des belles choses maintenant. Donc là, c'est considérable. C'est-à-dire qu'avant, on n'avait que la digitaline, il y a 50 ans, donc il y a plus. Et après, c'est le 19e, donc après, on est passé par la digoxine. Et après, donc, on est arrivé à un traitement qui est ce qu'on appelle l'IEC. C'est la pierre angulaire de la prise en charge de l'insuffisance cardiaque qui reste incontournable. Donc, c'est des classes thérapeutiques. On a les bêta-bloquants qui luttent contre l'effet délétère de l'insuffisance cardiaque, quand le cœur s'accélère pour compenser dans un premier temps. Cette accélération, elle est bénéfique dans un premier temps, mais après, elle devient mauvaise, elle devient délétère pour le muscle. Donc, on met un traitement, ce qu'on appelle les bêta-bloquants, pour ralentir le rythme cardiaque et diminuer la consommation en oxygène du muscle cardiaque. Alors, quand vous commencez à mettre le pacemaker, vous ne l'enlevez pas, il reste sur le patient. Oui, donc c'est un stimulateur à vie. Donc il est là, c'est une resynchronisation à vie. Donc on a ça et on a aussi le comprimé à prendre. Voilà, aussi. Oui, bien sûr. Ça, c'est le traitement médicamenteux. Il reste. Ça, c'est un palier supplémentaire dans la prise en charge. D'accord. Alors, je pense que tout ça, c'est pareil. C'est cher pour le patient. Est-ce que c'est bien maintenant, de nos jours, c'est bien remboursé Oui, la prise en charge, elle est à 100%. Pourquoi ? Parce que la prise en charge, le coût de l'hospitalisation pour une insuffisance cardiaque répétée est largement supérieur au coût de la mise en place d'un stimulateur double chambre, ce qu'on appelle les deux ventricules. Oui. Donc, en matière de prise en charge, effectivement, c'est un peu coûteux, mais largement inférieur à la prise en charge hospitalière d'une insuffisance cardiaque répétée.
D'accord. Alors, une fois qu'on a le médicament, une fois qu'on a le pacemaker, après, tout va bien. Oui, on voit des patients. Nos patients reviennent en consultation pour le suivi, mais on ne les voit pas en hospitalisation. D'accord. Voilà, on voit des situations spectaculaires. Les personnes qui étaient essoufflées au moindre effort, où ils toussaient la nuit, ils passaient malgré un traitement optimal. Et le fait quand ils sont rentrés quand ils rentrent dans ce critère d'indication de la mise en place d'un stimulateur biventriculaire, on voit leur pronostic s'améliorer. On voit des patients, on a eu dans l'éducation thérapeutique certains qui ont eu des défibrillateurs resynchronisateurs. Un défibrillateur, c'est aussi un stimulateur qui donne des chocs électriques externes. Et on les voit s'améliorer par rapport à ça, et c'est bien sûr, c'est incontournable l'éducation thérapeutique, c'est incontournable la réadaptation cardiaque ou l'activité physique. Je tiens à souligner que depuis les gens qui font de l'activité physique, des marcheurs dans des groupes, des associations de villes, ou surtout, et je félicite l'équipe de Cœur et Santé qui fait un travail énorme pour sensibiliser les gens, que ça soit c'est implanté dans toutes les villes, hein, c'est sous l'égide de la Société française de la Fédération française de cardiologie. Et donc, on voit qu'il y a une prise de conscience. Je prends bien mon médicament, je fais attention à ce que je mange et je fais de l'activité physique. Et on voit que nos patients ont une meilleure qualité de vie. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Le patient qui a tout ça peut continuer à vivre normalement, faire tout ce qu'il faisait avant, de la marche, de la gymnastique. Bien sûr, oui, tout à fait. Voilà, c'est pas pour ça qu'il ne doit plus rien faire. Un insuffisant cardiaque bien contrôlé, c'est un patient comme tout le monde qui peut mener une vie ordinaire comme tout le monde. Alors, d'où vient votre intervention? Donc, Madame l'infirmière, éventuellement, là, vous êtes là, vous avez pris le relais, là, vous donner un petit peu tous les conseils aussi pour les médicaments, bien les prendre, alors à quelle heure, il y a peut-être aussi... Alors déjà l'important c'est de connaître ces traitements et d'expliquer à quoi servent chaque médicament, parce que c'est pas un médicament, c'est au moins 4 médicaments différents, de familles différentes, des fois à prendre pour quelqu'un qui n'en prenait peut-être pas auparavant. Donc c'est important de bien les identifier déjà, les connaître, et de savoir que leur quantité, leur posologie peut changer au cours du suivi médical, parce que justement le médecin va adapter le traitement toujours en fonction de l'état du patient. D'où l'importance de ce suivi médical. Et savoir reconnaître ses médicaments, avoir son ordonnance avec soi, même quand on part en voyage, avoir toujours ses médicaments avec soi et son ordonnance, et aussi savoir pourquoi on prend ces médicaments. Donc toujours connaître le mécanisme de la maladie insuffisance cardiaque. Le docteur Zimien dit que c'est pas une maladie, nous on dit souvent que c'est une maladie quand même. Mais c'est une chronicité, disons que c'est quelque chose faut vivre avec quand même. Oui. Donc ces médicaments qui sont à prendre aussi à vie, qui peuvent changer aussi parce qu'il y a une amélioration dans les traitements, comme vient de le dire le docteur. Mais bien connaître ces médicaments, c'est indispensable. Savoir à quoi ils servent et les effets secondaires aussi, parce qu'il y a des effets secondaires également. Et puis savoir aussi que on peut changer de médicament. Un médicament de telle famille peut aussi être changé s'il ne convient pas. Donc ça, c'est là que c'est important que la personne soit en connaissance de ces médicaments et doit savoir que le médecin est un partenaire. Il est vraiment à part entière un partenaire. Il ne subit pas non plus ces médicaments. Il est actif. Donc il va dire voilà, docteur, ce médicament-là me réussit pas trop. J'ai l'impression que ça me fait ça, etc. Donc le médecin en face, voilà, c'est un partenaire. Patient, médecin, ce sont des partenaires. Et cette relation de confiance qui est indispensable au suivi médical et au suivi par rapport à l'éducation également. Alors, c'est vrai ce que vous dites avec le patient, il faut quand même, il faut se livrer à vous, médecin, et vous, infirmière. Moi, j'ai jamais pris de médicaments. C'est vrai que là, il faut savoir poser aussi toutes les questions, toutes les bonnes questions. Et vous êtes là aussi pour nous rassurer, mais nous dire aussi la vérité. Je veux dire, tel médicament, c'est pour ça, tel médicament, c'est pour ça. C'est bien d'avoir la confiance du médecin et aussi de l'infirmière.
Alors, pour témoigner de ce que vous dites, j'ai une anecdote d'un patient qui venait nous voir en consultation comme ça, en dehors de l'hospitalisation, avait un petit souci pratique parce qu'il prenait un médicament diurétique qui faisait beaucoup uriner et qui était indisposé pour faire de longs voyages en voiture. Et c'est vrai qu'en venant nous voir, il arrive, grâce à cette relation de confiance qui s'établit entre l'équipe, nous dit je suis embêté, je peux plus voyager comme il était seul ce monsieur en voiture pour aller dans ma famille en Charente-Maritime parce qu'il faut prendre l'autoroute et moi je dois m'arrêter souvent et c'est indisposant. Donc monsieur Zemir qui était là dit au patient mais écoutez, ce jour-là quand vous voyagez on peut adapter votre traitement, il suffit de pas prendre le matin votre traitement diurétique et après d'adapter donc ça il y a que le docteur qui peut dire ça, c'est pas l'infirmière. Oui. Donc et le monsieur, ça lui a résolu un problème, il était ravi. Mais il faut savoir poser la question, et c'est vrai que c'est pas toujours évident, et il faut qu'il y ait cette relation aussi de confiance pour poser des questions un petit peu embarrassantes, mais qui sont du quotidien. Donc aller uriner souvent, c'est un handicap, mais on peut peut-être adapter le traitement pour des jours particuliers. Ça, c'est important. Effectivement, sur un atelier qui regroupe 3 ou 4 patients, c'est un environnement très détendu, on est là très proches l'un de l'autre, donc la proximité facilite le contact et les patients se libèrent, ils parlent de tout. Ça c'est bien ça. Voilà, et c'est cette situation qui est très favorable pour la prise en charge du patient, parce qu'il peut nous dire voilà j'ai fait ça, par l'exemple de ce patient où les explications du traitement, ils sont plus libres avec son cardiologue ou avec son médecin traitant. C'est assez chronophage, donc la personne ne peut pas se permettre de dire c'est quoi, il y a une liste, est-ce que c'est ça. C'est les ateliers, bon c'est vrai qu'on est en nombre restreint et on ne peut pas accueillir tout le monde, mais c'est avec le temps et avec les moyens humains et matériels, on peut avoir plus d'ateliers et donner des explications qui, comme on a parlé, c'est le patient, il connaît ses médicaments, il devient acteur et ne pas quelqu'un qui subit le traitement sans aucune explication. Alors, vous dites atelier de groupe, vous accueillez combien de personnes En moyenne, c'est 4 à peu près, 3-4. On peut aller jusqu'à 5 personnes et peut-être des fois aussi des accompagnants, c'est-à-dire des conjoints, qui sont très intéressants aussi parce qu'ils ont un regard différent. Ils sont touchés. Pour la cuisine. Voilà, pour la cuisine souvent. Oui, ça c'est bien ça aussi, oui. Et c'est vrai que même entre personnes, entre participants au programme, il y a un lien qui s'établit. Oui. Et c'est bien que chacun parle aussi de ses expériences et se donne des conseils aussi mutuellement. Bien sûr, nous sommes à l'écoute et c'est vrai que c'est très détendu. Alors, ça dure combien de temps une séance ? Une séance, c'est 45 minutes à peu près. 45 minutes par atelier, à savoir que ça peut durer plus longtemps selon les personnes qui sont très bavardes. Je trouve que c'est bien ce que vous faites parce que c'est vrai, ça libère les patients. Voilà, ça libère la parole et c'est vrai que le contact est très sympathique. Alors, on est dans des ateliers, là. Est-ce que vous pouvez nous lister un petit peu ce qu'on peut d'une insuffisance cardiaque peut prendre, ne pas prendre, enfin... Alors, en fait, ce que l'on peut faire, c'est déjà parler des aliments les plus riches en sel, ceux qu'il va falloir surveiller de près. En l'occurrence, il y a les aliments qui vont avoir un goût salé et d'autres dans lesquels le sel va être caché. Donc le goût salé, on va le retrouver dans le fromage, dans les charcuteries, dans le pain, on en parlait tout à l'heure. Là où les choses sont un peu moins visibles, ça peut être dans les gâteaux, dans les biscuits, les viennoiseries. Un croissant, par exemple, va apporter 1 gramme de sel, ce qui est considérable et finalement c'est vite mangé, un croissant. Il y a également beaucoup de sel dans tout ce qui est conserve. En fait, c'est le principe de fabrication d'une conserve. On va prendre le récipient, on met des aliments, du sel, de l'eau, on ferme, on chauffe et ça se garde très longtemps. Le sel est un conservateur, en fait. Tous les plats cuisinés industriels sont très salés. Par contre, tout ce qui est produits laitiers comme les yaourts, le lait sont complètement dépourvus de sel. Tous les légumes surgelés, si on les achète
tout simple en fait. S'ils ne sont pas cuisinés, tout ce qui est légumes frais, les fruits frais peuvent être consommés à volonté, les viandes, le poisson, les œufs peuvent être consommés également sans souci. Les matières grasses comme le beurre et l'huile ne contiennent pas de sel. Le beurre, à l'exception bien sûr du beurre demi-sel ou du beurre salé. Voilà, breton. Voilà. Et puis il est tout à fait conseillé d'utiliser beaucoup d'aromates, d'ail, d'oignons, d'échalotes, de mettre du persil, parce qu'une nourriture, le sel a un rôle aussi, on va dire, d'apéritif, et le fait de réduire le sel a tendance à couper l'appétit. Comme cette maladie parfois fatigue et a tendance également à couper l'appétit, eh bien on peut se retrouver très affaibli. Donc il est intéressant toujours d'aromatiser, de faire des petites cuisines avec des herbes, ou également des cuisines un peu sucrées salées qui vont compenser l'absence de sel. Donc remplacer un peu le sel par des épices, c'est idéal, quoi. Oui. C'est parfait. Alors dans vos ateliers, vous avez des cours de cuisine, non? Non, parce que nous n'avons pas l'espace pour ça. D'accord. Donc, nous allons en fait utiliser beaucoup avec Catherine des emballages industriels que l'on a recueillis. Nous parlions tout à l'heure de déterminer la quantité de sel. Et en fait, on utilise les emballages divers et variés que parfois même les personnes nous apportent pour que l'on puisse les aider en fait à déterminer le sel. Et donc on va étaler tout ça sur une table, ça va être très ludique en fait, et chacun va piocher, essayer de trouver les aliments qui lui sont familiers et comme ça déterminer les quantités de sel qu'il consomme. D'accord. Pour parler de piocher, effectivement on a un jeu de cartes d'alimentation, c'est-à-dire le croissant par exemple, les huîtres, etc. Et puis c'est très amusant parce que c'est un jeu, et puis les patients, charcuterie ça ramène combien de grammes, c'est énorme. Je ne savais pas que c'était ça. Donc, ou la choucroute ou la raclette. 8 grammes de sel. Alors, il est vrai qu'avec ce jeu-là, nous utilisons ça en fait en fin de parcours d'éducation. Et il y a une petite table et on demande aux personnes de composer un repas. Alors, si le cardiologue leur a autorisé 4 grammes de sel par jour, par exemple, de consommation, on leur demande de piocher dans les cartes, de faire leur menu à 4 grammes de sel, et ensuite la quantité de sel étant au dos, et on retourne les cartes et on constate un petit peu, voilà, ça permet aux personnes de s'auto-corriger et de prendre conscience de leur consommation réelle en sel. Peut-on retrouver du sel dans les boissons gazeuses ? Alors non, pas dans les sodas, mais dans les eaux, oui. Et il y a, en fait, les eaux gazeuses sont très salées, à l'exception de 3. Je ne sais pas si on peut citer des marques sur votre antenne. C'est Perrier, Salvetta et San Pellegrino que l'on va autoriser à volonté, en fait. D'accord. Ah oui, donc là, c'est vrai que c'est bon à savoir quand même. Le patient doit savoir ce qu'il doit. Tout à fait. L'eau du robinet. Alors l'eau plate est à volonté, voilà, le jus de fruits aussi, donc ainsi que les sodas en fait. Finalement, ils ont un bon régime. Moi, je trouve ils mangent bien quand même. C'est pas si mal. Sauf le sel. Voilà. Sel. Alors, je voudrais revenir aussi pour l'infirmière. Donc on parlait tout à l'heure en antenne des médicaments qui peuvent contenir du sel, justement. Est-ce qu'on a une alors il faut faire attention à certains médicaments effervescents. Donc il y a du sel dans les médicaments effervescents, il faut le savoir. Par exemple, si vous prenez un antidouleur effervescent, il vaut mieux le prendre en façon comprimée, à avaler, que effervescent, ou contre la fièvre, par exemple. Ah oui, il faut le savoir aussi. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est important. Oui, c'est très important. Alors, je pense qu'on va se marquer une petite pause musicale, et puis après, on terminera gentiment, tranquillement, cette émission de l'insuffisance cardiaque. Si vous voulez poser une petite question, 03 44 75 3000, il est encore temps, il n'y a pas de problème. Eh ben, on va écouter tout de suite Mélodie avec Il n'y a pas que les grands qui rêvent sur l'antenne de Radio Puisalène. À l'instant, Mélodie sur l'antenne de Radio Puisalène avec Il n'y a pas que les grands qui rêvent. On retrouve tout de suite Edwige Ludovic et le docteur Vauduit avec toute son équipe pour le Club Info et Santé. Voilà, on va terminer justement cette émission, l'insuffisance cardiaque. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, il est encore temps. Alors, docteur Zemir, je pense que là, on va terminer tranquillement. Le mot de la fin pour justement définir un petit peu. Le mot de la fin, c'est simple.
Je corrige mes facteurs de risque cardiovasculaire pour m'éviter de développer une insuffisance cardiaque. Si je suis insuffisant cardiaque, je respecte les mesures hygiéno-diététiques et je prends bien mon traitement. C'est l'essentiel. Voilà, je passe la main. Et je dirais, en cas vraiment d'insuffisance cardiaque où la personne se trouve en difficulté très importante, ne pas hésiter à faire le 15 pour être prise en charge rapidement. Et le traitement mis en place va vraiment arrêter les signes qui sont très inquiétants sur le coup. Donc ne pas hésiter à faire le 15 et aller voir son médecin traitant pour une mesure avant, bien sûr, ne pas hésiter. Et en ce qui concerne le régime pauvre en sel, vous pouvez tout à fait faire appel également aux diététiciennes installées en libéral et qui seront tout à fait aptes à vous recevoir et à compléter les informations que vous avez reçues lors de l'hospitalisation. Alors je complète un petit peu l'émission sur l'insuffisance cardiaque et donc le traitement de l'insuffisance cardiaque, comme avait dit Dr Zemir, c'est une prise en charge pluridisciplinaire. On a vu avec les infirmières, les ateliers, les diététiciennes. Et je regrette un petit peu que cette organisation n'est pas plus accessible aux gens. Pour pallier à ça, parce qu'effectivement ça nécessite beaucoup de moyens, il y a le programme Prado qui est développé depuis le mois de novembre dernier. Le Prado, c'est un programme d'aide au retour à domicile. C'est cibler plusieurs pathologies chroniques, y compris l'insuffisance cardiaque. Et il inclut un référent de la sécurité sociale, une infirmière spécialisée en libéral qui a une formation d'éducation thérapeutique dans tous les domaines de maladies chroniques, et il y a le médecin traitant qui joue un rôle très important. C'est-à-dire que dans le mois qui suit la sortie en sortie d'hospitalisation, il y a l'infirmière qui prend le relais et le médecin généraliste. Donc c'est le rôle. On sait que le fait de stabiliser un diabète en ambulatoire, de stabiliser l'insuffisance cardiaque, il y a moins de réhospitalisation et les patients sont bien pris en charge. Donc c'est un programme qui est en cours. On a à chaque sortie, est-ce que ce patient est éligible de Prado? Donc c'est complémentaire. L'éducation thérapeutique qu'on fait nous, l'éducation en réseau pour justement pallier à ce manque de prise en charge globale. Voilà. En fin de compte, une fois que le patient s'est déclaré malade, il est pris en charge tout de suite et il a un suivi venant de votre équipe. Oui, on peut prendre des exemples. C'est la prise en charge quand elle est en ambulatoire et en réseau, c'est la meilleure prise en charge. Oui. L'infirmière, quand elle téléphone au médecin généraliste en disant « Mon patient, il a pris du poids de 1,5 kg ou 2 kg, comme on avait dit », tout de suite on redresse. Et ça, c'est le travail multidisciplinaire. Et maintenant, c'est développé à une grande échelle parce qu'on sait que localement, on ne peut pas tout faire. Oui, voilà. Vous êtes complémentaires. Voilà, tout à fait, exactement. Merci, docteur Zemir, qui est cardiologue à Compiègne. Voilà, tout à fait, exactement. À Compiègne. Madame Chevalier-Joly, diététicienne à Noyon, Compiègne. À Compiègne également. À Compiègne. Et Madame Panou Delafont, Catherine, qui est infirmière à Compiègne alors aussi. Tout à fait. Exactement. Merci. Merci d'avoir participé à cette émission. Oui, docteur Bauduit, bien sûr. Oui. L'annonce pour les prochaines émissions. Alors, pour les prochaines émissions, ce sera toute une série d'émissions sur les femmes. On va commencer par la contraception, puis les ménopauses par le docteur Benoît Gariot de Compiègne. Je vais faire l'infarctus du myocarde chez la femme. Le docteur, un médecin de Compiègne aussi, Laurence, qui va faire les cancers chez les femmes seniors. Et le docteur Frignac, qui est médecin généraliste, va faire une émission générale sur les maladies de la femme en clientèle de ville, en quelque sorte. Et c'est comme ça, on aurait fini pour l'année 2017. Déjà ? Alors qu'on la commence. Merci de nous avoir invités, donc c'est très bien.
Merci, docteur Vauduit. En tout cas, c'est vrai que tous les mois, docteur Vauduit est là, ici autour de la table de Radio Pisalène, pour nous donner un thème tout à fait différent. Alors, là, on va parler de votre club Cœur et Santé, et bien sûr, parce que là, il est quelle heure? Ils sont en train de marcher. De marcher. Au nom de, voilà, les membres du club Cœur et Santé de Noyon, eh bien, marchent tous les mercredis soirs. Tous les mercredis soirs. Alors, on va dire à 19h ou 19h. À 19h. Place de l'hôtel de ville de Noyon. Voilà. Il y a une marche urbaine le vendredi 6 janvier. Aussi, à 18h30. Oui. Donc Toujours rendez-vous sur la place de l'hôtel de ville à Noyon. Oui. Vous avez également la marche nordique qui est le samedi 7 janvier à 8h30. Oui. Rendez-vous donc sur le parking du stade d'athlétisme à Noyon. Et donc chaque marche comporte 2 groupes, une marche normale et une marche sportive. Et une marche sportive, voilà. Donc là, et puis il est conseillé d'y aller. Oui, alors dans les marches normales, il y a beaucoup de cardiaques. Pas beaucoup. Il y a un certain nombre de cardiaques. Oui, il y en a beaucoup. Et puis marcher, bouger. Marcher, bouger. Soignez-vous, marchez, bougez. Et téléphonez, n'hésitez pas, allez voir votre médecin. Voilà, ça c'est un petit peu le mot de la fin de Radio Pisalène. Une bonne année 2017 à tous les auditeurs et auditrices de Radio Pisalène. Merci, Dr Zemir. Merci. Merci, Madame Pono de la Fond. Merci Ludo. Madame Chevalier. Merci à vous et bonne année à tous. Merci. Bonne année à tous. Et puis on se retrouve dans un mois alors pour une prochaine émission. C'est noté. Merci Nicolas. Merci. Et ce sera le mercredi 1er février. 1er février à partir de 18h. Sur la contraception. Ce sera sur la contraception, mais vous inquiétez pas, vous aurez la bande-annonce sur notre antenne. Je vous rappelle que cette émission est à retrouver sur notre chaîne YouTube Radio Pisalène. Vous retrouvez toutes les émissions à thème, les interviews. Vous retrouvez d'ailleurs déjà sur notre site interne, notre chaîne YouTube, l'interview de ce matin avec Alain le chanteur, et puis qu'a réalisé Mado. Et puis vous retrouvez également toutes les émissions à thème sur notre chaîne YouTube. Ludo, tu vas rajouter quelque chose? Oui, juste signaler que je serai également là le 24 janvier avec une chanteuse qui s'appelle Adoration, que j'avais reçue il y a à peu près 4-5 ans, donc dans l'émission Grand Boulevard des Talents, donc qui sera là à nouveau puisqu'elle vient de sortir donc son CD, donc elle sera là pour le présenter. Donc, et on l'a reçu le CD d'Adoration. Et oui, on l'a reçu. Donc c'est une artiste à découvrir. On va se quitter avec Sandra Kim et J'aime la vie sur l'antenne de Radio Pisalène. Merci de votre fidélité, très bonne soirée à tous, et dès demain matin c'est Jérôme qui prendra le relais avec la grande matinée. Merci. Bonne soirée. Et bonne soirée à tous.